Charleston, Caroline du Sud, juillet 1842. La chaleur écrasante de l'été sudiste rendait l'air presque irrespirable. Sur la place du marché aux esclaves, une foule s'était rassemblée pour la vente hebdomadaire. Parmi les acheteurs, une silhouette se détachait. Élisabeth Beaumont, 60 ans, veuve du riche planteur Jacques Beaumont, décédée 6 mois plus tôt. Élisabeth n'avait pas mis les pieds sur ce marché depuis des décennies. Son mari s'occupait personnellement de l'acquisition de la main-d'œuvre pour leur plantation de coton. Mais aujourd'hui, elle était venue seule, vêtue de noir de la tête aux pieds, son visage dissimulé derrière une voilette de dentelle. Les murmures commencèrent dès qu'on la reconnut. Le commissaire-priseur fit monter un jeune garçon noir sur l'estrade. Il avait à peine 13 ans, maigre, le regard vide. Sa mère venait d'être vendue à un planteur de Géorgie. L'enfant tremblait, pas uniquement à cause de la chaleur. Les acheteurs l'examinèrent avec indifférence. Trop jeune, trop chétif pour les travaux des champs. Personne ne semblait intéressé. 50 $, annonça le commissaire-priseur pour ouvrir les enchères. Le silence persista. 40 $ alors. Toujours rien. Le garçon baissa les yeux, comprenant que son avenir s'annonçait sombre. Les esclaves qui ne trouvaient pas preneur finissaient souvent dans les mines ou les manufactures textiles du Nord, où l'espérance de vie dépassait rarement quelques années. 100 $, lança soudain la voix claire d'Élisabeth. Tous les regards se tournèrent vers elle. Le commissaire-priseur cligna des yeux, surpris. « Madame Beaumont, vous avez bien dit 100 $? Vous avez parfaitement entendu. 100 $ en liquide. » L'affaire fut conclue en quelques minutes. Élisabeth paya comptant, signa les papiers de propriété et quitta le marché avec le garçon qui marchait derrière elle, la tête basse. Les commérages explosèrent avant même qu'elle n'atteigne sa calèche. Pourquoi une veuve de 60 ans achetait-elle un esclave aussi jeune et inutile? Que comptait-elle en faire? Dans la calèche, Élisabeth observa le garçon assis en face d'elle. « Comment t'appelles-tu »« Samuel, madame » murmura-t-il sans oser la regarder. « Samuel, c'est un bon nom. Sais-tu lire » Le garçon secoua la tête, effrayé. Savoir lire était illégal pour les esclaves en Caroline du Sud. Avouer une telle chose pouvait valoir le fouet. « Je vais t'apprendre » déclara Élisabeth calmement. Samuel leva enfin les yeux vers elle, incrédule. Mais le visage de la vieille dame restait impassible derrière sa voilette. Il n'osa pas poser de questions. La demeure des Beaumont se dressait à la périphérie de Charleston, une imposante bâtisse de style colonial entourée de chênes centenaires, drapée de mousse espagnole. Élisabeth y vivait désormais seule, à l'exception de 3 domestiques âgés qui avaient servi la famille pendant des décennies. Dès leur arrivée, elle conduisit Samuel non pas vers les quartiers des esclaves derrière la maison principale, mais vers une petite chambre au premier étage, adjacente à la bibliothèque. Le garçon n'en croyait pas ses yeux. Une vraie chambre avec un lit, une commode, une fenêtre donnant sur le jardin. « Tu dormiras ici » annonça Élisabeth. « Demain, nous commencerons ton éducation. » Cette nuit-là, Samuel resta éveillé des heures, incapable de comprendre ce qui lui arrivait. Il avait grandi dans une cabane surpeuplée, dormant sur un matelas de paille avec 6 autres enfants. Cette chambre, même modeste selon les standards de la haute société, lui semblait un palais. Au petit matin, Élisabeth le fit venir dans la bibliothèque. Les murs étaient couverts de livres du sol au plafond. Samuel n'avait jamais vu autant de livres de sa vie. La vieille dame en prit un sur une étagère inférieure. « Nous allons commencer par l'alphabet », dit-elle en ouvrant le livre. « Mais avant, tu dois comprendre quelque chose. Ce que nous faisons ici est illégal. Si quelqu'un découvre que je t'enseigne la lecture, tu seras vendu et je serai poursuivi en justice. Tu dois garder le silence absolu. Personne ne doit savoir. »« Pourquoi faites-vous ça, madame ?» demanda Samuel, la voix tremblante. Élisabeth le regarda longuement avant de répondre. « Parce que mon mari a bâti sa fortune sur le dos de gens comme toi. Parce que j'ai fermé les yeux pendant 40 ans. Parce qu'il est temps que je répare une partie du mal que nous avons causé. » Elle marqua une pause, ses doigts effleurant la couverture du livre. « Mon mari est mort sans descendance. Nous n'avons jamais pu avoir d'enfants. Ses neveux attendent impatiemment que je meure pour hériter de cette propriété et de tous les esclaves qui travaillent encore sur nos terres. Mais je refuse que ma mort enrichisse davantage ces vautours. J'ai un autre plan. » Samuel écoutait,
fasciné et terrifié à la fois. « Je vais te former, t'éduquer, te préparer. Et quand le moment sera venu, tu hériteras de tout. » Le garçon crut qu'il avait mal entendu. « Madame, je ne comprends pas. Comment un esclave pourrait-il ? Tu ne resteras pas esclave toute ta vie, Samuel. J'ai déjà consulté un avocat du Nord, un homme qui partage mes convictions. Les lois sont complexes, mais il existe des moyens légaux pour t'affranchir et te nommer comme héritier. Cela prendra du temps, des années peut-être, mais je suis déterminé. » L'éducation de Samuel commença ce jour-là. Chaque matin, avant l'aube, il rejoignait Élisabeth dans la bibliothèque. Il travaillait pendant 2 heures avant que les domestiques ne se réveillent. Le garçon apprenait vite, dévorant les leçons avec une soif de connaissance qui impressionnait sa bienfaitrice. En 6 mois, Samuel savait lire couramment. Élisabeth lui enseignait aussi l'écriture, l'arithmétique, l'histoire, la géographie. Elle puisait dans la vaste bibliothèque de son défunt mari des ouvrages que Jacques Beaumont n'avait jamais vraiment lus mais qu'il collectionnait par vanité. Officiellement, Samuel servait de domestique personnel à la veuve. Il l'accompagnait en ville, portait ses paquets, lui tenait compagnie. Les gens trouvaient étrange qu'elle s'attache autant à ce jeune esclave, mais personne ne soupçonnait la véritable nature de leur relation. Les neveux de Jacques Beaumont, Édouard et Guillaume Lafontaine, rendaient visite à leur tante régulièrement. Ils venaient soi-disant par politesse familiale, mais Élisabeth savait qu'ils ne pensaient qu'à l'héritage. Chaque visite était une opportunité de rappeler à la vieille dame qu'ils étaient ses seuls parents, qu'il prendrait bien soin de la propriété après son décès. Édouard, l'aîné, possédait déjà 3 plantations en Géorgie. C'était un homme dur, brutal avec ses esclaves, avide de profit. Guillaume, plus jeune, vivait à Charleston d'une rente que son père lui avait laissée, passant ses journées à boire et à jouer aux cartes. Aucun des deux n'avait hérité de l'intelligence de leur oncle, seulement de sa cupidité. Un après-midi de novembre 1843, Édouard débarqua à l'improviste. Élisabeth prenait le thé dans le salon quand il fit irruption, le visage rouge de colère. « Ma tante, il faut que nous parlions », annonça-t-il sans préambule. « Je t'en prie. Assieds-toi, Édouard. Un peu de thé ? Je ne veux pas de thé. Je veux savoir ce que vous manigancez avec ce jeune esclave. » Élisabeth but une gorgée de thé, imperturbable. « Je ne vois pas de quoi tu parles. Les gens parlent en ville. Ils disent que vous le traitez comme un fils, qu'il mange à votre table, qu'il dort dans la maison principale. C'est une honte pour la famille. Samuel est mon domestique personnel. Je le traite comme bon me semble. En quoi cela te concerne-t-il » Édouard s'approcha, menaçant. « Cela me concerne parce que cette propriété me reviendra un jour. Et je ne veux pas que votre attachement malsain pour cet esclave crée des complications. » « Des complications ?» Élisabeth le fixa droit dans les yeux. « Tu veux dire des complications juridiques qui pourraient t'empêcher d'hériter ?» Le neveu blêmit. « Je ne comprends pas ce que vous insinuez. Bien sûr que tu comprends. Tu as peur que je modifie mon testament. Et tu as raison de l'être. » Édouard serra les poings. « Vous n'oseriez pas. La loi est claire. Un esclave ne peut pas hériter. »« Nous verrons bien, » répondit Élisabeth avec un sourire énigmatique. Le neveu quitta la maison en claquant la porte. Depuis la bibliothèque à l'étage, Samuel avait tout entendu. Il descendit rejoindre Élisabeth, inquiet. « Ils vont créer des problèmes, madame. Laisse-les essayer. J'ai affronté bien pire dans ma vie. » En janvier 1844, Élisabeth se rendit à Boston pour rencontrer maître Nathaniel Harper, l'avocat qu'il avait contacté 1 an plus tôt après avoir entendu parler de ses idées abolitionnistes. Harper appartenait à un réseau clandestin d'avocats et de juristes qui cherchaient des moyens légaux de contourner les lois sur l'esclavage. Leur rencontre eut lieu dans le bureau austère de l'avocat, loin des oreilles indiscrètes du Sud. Harper, un homme d'une 40aine d'années aux cheveux grisonnants, écouta attentivement le plan d'Élisabeth. « Ce que vous proposez est extrêmement risqué, » dit-il finalement. « Les tribunaux de Caroline du Sud ne valideront jamais un testament qui lègue une propriété à un esclave. C'est pour ça que nous devons d'abord l'affranchir, » répliqua Élisabeth. « L'affranchissement n'est pas simple non plus. La loi de Caroline du Sud exige l'autorisation de la législature d'État pour affranchir un esclave. Et cette autorisation n'est accordée que dans des cas exceptionnels, généralement quand l'esclave a sauvé la vie de son maître
ou rendu un service extraordinaire à la communauté. Alors nous créerons un tel cas. Harper se pencha en avant, intrigué. Comment? Elizabeth exposa son plan. Elle mettrait en scène un incident où Samuel lui sauverait la vie. Un incendie, peut-être, ou une agression. Avec des témoins crédibles, elle pourrait ensuite pétitionner la législature pour obtenir l'affranchissement de Samuel en récompense de son acte héroïque. C'est de la fraude, observa Harper. C'est de la justice, corrigea Elizabeth. La loi elle-même est une fraude. Nous ne faisons que la contourner pour servir une cause juste. L'avocat réfléchit longuement. Même si nous réussissons à l'affranchir, vos neveux contesteront le testament. Ils prouveront que Samuel était votre esclave. Ils invoqueront l'influence indue. Ils diront que vous n'étiez pas saine d'esprit. Alors nous devons rendre le testament inattaquable. Samuel doit devenir plus qu'un ancien esclave. Il doit devenir un homme d'affaires compétent, capable de gérer la propriété. Quand je mourrai, il ne sera pas seulement mon héritier, il sera qualifié pour ce rôle. Harper hocha lentement la tête. Cela prendra des années. 5, peut-être 10. Avez-vous ce temps devant vous? J'ai 62 ans, mais je suis en bonne santé. Je me donne 10 ans. Si je meurs avant, tant pis, j'aurai au moins essayé. Ils scellèrent leur accord ce jour-là. Harper accepta de les aider, guidant chaque étape du processus. Il rédigerait les documents nécessaires, conseillerait Elizabeth sur les aspects légaux, préparerait le terrain pour l'affranchissement de Samuel. De retour à Charleston, Elizabeth intensifia l'éducation de Samuel. Il ne suffisait plus qu'il sache lire et écrire. Il devait comprendre le commerce, la gestion d'une plantation, les finances. Elle commença à l'emmener avec elle lors de ses rendez-vous d'affaires, le présentant comme son assistant personnel. Samuel avait maintenant 15 ans. Il grandissait vite, se transformant en un jeune homme élancé à l'intelligence vive. Elizabeth lui enseignait tout ce qu'elle savait sur la culture du coton, la vente des récoltes, la gestion des terres. Elle lui montrait les livres de comptes, lui expliquait les investissements de son défunt mari. Le garçon absorbait tout comme une éponge. Il avait une mémoire exceptionnelle et une capacité naturelle pour les chiffres. Elizabeth découvrit qu'il possédait un don pour les affaires que ni son mari ni ses neveux n'avaient jamais eu. En public, Samuel restait toujours à sa place d'esclave. Il baissait les yeux devant les Blancs, parlait uniquement quand on s'adressait à lui, se comportait avec la déférence attendue. Mais dans la bibliothèque, derrière les portes closes, il débattait avec Elizabeth d'économie et de politique, exprimait ses opinions, la contredisait même parfois. « Tu es plus intelligent que tous les hommes blancs que je connais », lui dit-elle un jour. « L'intelligence ne sert à rien quand on est enchaîné », répondit Samuel amèrement. « C'est pour ça que nous allons briser ces chaînes. » En 1845, Elizabeth jugea que le moment était venu de mettre en œuvre la première phase de leur plan. Elle avait besoin de témoins crédibles pour l'incident qui justifierait l'affranchissement de Samuel. Elle choisit avec soin 3 hommes d'affaires de Charleston qu'elle connaissait depuis des années, des hommes respectés mais endettés envers elle ou sa famille. Le docteur Thomas Whitfield lui devait $10,000, une somme qu'il ne pourrait jamais rembourser. Le marchand Henry Carlton avait besoin de son soutien pour un contrat important avec une manufacture de textiles du Massachusetts. Le banquier Robert Thompson cherchait à se faire accepter dans les cercles exclusifs de la haute société de Charleston, ce qu'Elizabeth pouvait faciliter. Elle les invita séparément, leur expliqua ce qu'elle attendait d'eux. Ils devaient témoigner qu'ils avaient vu Samuel la sauver d'un incendie dans sa demeure. En échange, leurs dettes seraient effacées, leurs ambitions satisfaites. Les 3 hommes acceptèrent, chacun pour ses propres raisons. La moralité de l'arrangement ne les troublait pas outre mesure. Dans le monde des affaires sudistes de 1845, tout pouvait s'acheter, même des témoignages. La nuit du 15 mars 1845 fut choisie avec soin. Elizabeth avait organisé un petit dîner avec ses 3 témoins. Après le repas, vers 10 heures du soir, un feu se déclara mystérieusement dans la cuisine, située dans un bâtiment séparé de la maison principale. Les flammes se propagèrent rapidement. Elizabeth, qui était restée dans sa chambre au premier étage, commença à crier au secours. Samuel, qui dormait dans sa petite chambre adjacente à la bibliothèque, se précipita. Les 3 invités, qui fumaient des cigares dans le salon du rez-de-chaussée, furent témoins de toute la scène. Samuel gravit l'escalier en courant,
enfonça la porte de la chambre d'Élisabeth et la porta jusqu'au rez-de-chaussée. La vieille dame toussait, feignant la panique. Les domestiques avaient déjà commencé à combattre l'incendie, qui resta finalement confiné à la cuisine. Le docteur Whitfield examina Élisabeth, déclara qu'elle avait inhalé de la fumée, mais qu'elle se remettrait. Les 3 hommes félicitèrent Samuel pour son courage, affirmant haut et fort qu'il avait sauvé la vie de sa maîtresse. Le lendemain, toute la ville parlait de l'incident. Élisabeth, avec un timing parfait, annonça qu'elle allait pétitionner la législature de Caroline du Sud pour accorder l'affranchissement à Samuel en récompense de son acte héroïque. La nouvelle fit l'effet d'une bombe. Les neveux d'Élisabeth, furieux, tentèrent de s'opposer à la pétition. Édouard écrivit des lettres enflammées au législateur, affirmant que sa tante était sénile, manipulée par un esclave rusé. Guillaume, moins subtil, menaça ouvertement Samuel de le faire fouetter jusqu'à ce qu'il avoue sa complicité dans une fraude. Mais Élisabeth avait préparé son coup. Elle présenta les témoignages des 3 hommes d'affaires respectés. Elle fit examiner sa santé mentale par 2 médecins qui certifièrent qu'elle était parfaitement lucide. Elle rappela au législateur qu'elle était la veuve d'un des plus grands planteurs de Caroline du Sud, une femme qui avait contribué généreusement à diverses causes patriotiques. Le débat dura 6 mois. Certains législateurs s'opposaient par principe à tout affranchissement. D'autres, plus pragmatiques, voyaient dans cette affaire une opportunité de montrer que le système esclavagiste pouvait être humain et récompenser la loyauté. Finalement, en septembre 1845, la législature accorda l'affranchissement de Samuel. Il avait 16 ans quand il devint officiellement un homme libre. L'affranchissement de Samuel créa un scandale qui dépassa largement les frontières de Charleston. Les journaux abolitionnistes du Nord célébrèrent cette victoire en faisant un symbole de ce qui était possible. Les journaux sudistes, eux, dénoncèrent cette décision comme une dangereuse précédent qui risquait de saper les fondements de leur société. Pour Samuel, la liberté restait théorique. Il était certes légalement libre, mais il vivait dans un État où les Noirs libres étaient à peine mieux traités que les esclaves. Il ne pouvait pas voter, témoigner contre un blanc en justice ou exercer la plupart des professions. Beaucoup de Noirs libres finissaient par se faire réesclavagiser sur de faux prétextes. Élisabeth le savait, c'est pourquoi elle ne relâcha pas ses efforts. Samuel devait devenir si instruit, si compétent, si indispensable qu'aucun blanc ne pourrait le contester. Elle l'inscrivit à des cours par correspondance avec une université du Massachusetts. Samuel étudiait le droit, l'économie, les sciences. Élisabeth payait des professeurs privés pour venir discrètement à la maison lui enseigner le latin, les mathématiques avancées, la philosophie. En 1847, à 18 ans, Samuel maîtrisait le fonctionnement de la plantation mieux que n'importe quel contremaître blanc. Il savait négocier les prix du coton, gérer les stocks, optimiser les récoltes. Élisabeth lui confia progressivement de plus en plus de responsabilités, le présentant comme son homme d'affaires personnel. La haute société de Charleston était divisée. Certains trouvaient scandaleux qu'un ancien esclave noir s'occupe des affaires d'une dame de qualité. D'autres, plus pragmatiques, reconnaissaient que Samuel était remarquablement compétent. Les marchands qui faisaient affaire avec Élisabeth commencèrent à traiter directement avec lui, appréciant sa rigueur et son honnêteté. Les neveux, eux, bouillaient de rage. Édouard fit plusieurs tentatives pour discréditer Samuel. Il l'accusa publiquement d'avoir volé de l'argent à sa tante. Il répandit des rumeurs selon lesquelles Samuel et Élisabeth entretenaient une relation immorale. Il essaya même de le faire arrêter sous de faux prétextes, mais chaque fois, Élisabeth et Maître Harper paraient les coups. Les accusations de vol furent démenties par les livres de comptes impeccables que Samuel tenait. Les rumeurs immorales furent balayées par l'indignation de la bonne société devant de telles calomnies envers une veuve respectable. Et les tentatives d'arrestation échouèrent grâce aux protections légales que Harper avait mises en place. En 1848, Élisabeth avait 66 ans. Sa santé commençait à décliner. Elle souffrait de douleurs articulaires qui la clouaient parfois au lit pendant des jours. Samuel veillait sur elle avec une dévotion qui n'avait rien de fin. Au fil des années, un véritable lien filial s'était développé entre eux. Le moment était venu de finaliser le testament. Maître Harper se rendit à Charleston pour superviser la rédaction du document.
Ils passèrent des semaines à peaufiner chaque clause, à anticiper chaque objection possible. Le testament ne léguait pas directement toute la propriété à Samuel. C'était trop risqué, trop facile à contester. À la place, il créait une fiducie complexe dont Samuel serait le gestionnaire principal. La propriété serait divisée en parts, avec Samuel recevant la majorité mais pas la totalité. Des legs mineurs iraient aux neveux, juste assez pour les empêcher de contester totalement le testament sans les enrichir. La clause la plus importante stipulait que pour hériter, les neveux devraient accepter Samuel comme co-gérant de la propriété pendant 10 ans. S'ils refusaient, leur part irait à des œuvres de charité. C'était un piège parfait. Les neveux pourraient soit accepter de travailler avec Samuel et recevoir une part réduite, soit refuser et ne rien recevoir du tout. Le testament fut signé en présence de 7 témoins irréprochables, dont 3 avocats, un juge à la retraite et 2 hommes d'affaires influents. Élisabeth avait payé chacun d'eux généreusement pour leur présence, s'assurant qu'ils témoigneraient de sa lucidité et de sa volonté libre. Une copie fut déposée chez 3 avocats différents, dont Maître Harper à Boston. Une autre fut confiée à la banque de Charleston. Élisabeth voulait rendre impossible la destruction ou la falsification du document. Quand les neveux apprirent l'existence du Nouveau Testament, leur fureur ne connut plus de bornes. Édouard débarqua chez sa tante, menaçant de la faire déclarer incompétente par un juge. Guillaume, ivre, tenta de s'en prendre physiquement à Samuel, mais les domestiques le mirent dehors. « Vous avez trahi votre propre sang », hurla Édouard. « Vous avez trahi votre race. »« J'ai trahi mon mari », répondit calmement Élisabeth. « J'ai trahi les valeurs sur lesquelles cette maison a été bâtie, et j'en suis fier. Jacques a fait fortune en exploitant des êtres humains. Moi, je vais utiliser cette fortune pour en libérer au moins un. Cet argent ne lui appartient pas. Il n'a rien fait pour le mériter. Il a travaillé plus dur que vous 2 réunis. Il a étudié, appris, s'est formé. Vous n'avez fait que gaspiller l'héritage de vos pères. Samuel mérite cet argent 100 fois plus que vous. » Édouard la maudit et quitta la maison. Ce fut la dernière fois qu'elle vit ses neveux. Entre 1848 et 1851, Samuel assuma progressivement toutes les responsabilités de gestion de la propriété. Élisabeth, de plus en plus affaiblie, observait avec satisfaction son protégé prendre les rênes. Samuel fit preuve d'un talent remarquable pour les affaires. Il modernisa les méthodes de culture, investit dans de nouveaux équipements, diversifia les revenus en achetant des parts dans des entreprises de transport maritime. Sous sa direction, la propriété devint plus profitable qu'elle ne l'avait jamais été sous Jacques Beaumont. Mais Samuel ne se contentait pas de gérer. Il commença discrètement à acheter des esclaves lors des ventes aux enchères, puis à les affranchir secrètement. Avec l'aide de Maître Harper, il ne pouvait pas en sauver beaucoup, une douzaine tout au plus sur 3 ans, mais c'était mieux que rien. Il contacta aussi des réseaux abolitionnistes, offrant sa maison comme étape sur le chemin de fer clandestin qui aidait les esclaves fugitifs à atteindre le nord. Élisabeth ferma les yeux sur ces activités, même si elles mettaient en danger toute leur entreprise. Au fond, elle approuvait. En 1850, Samuel rencontra Sarah, une femme noire libre qui travaillait comme couturière à Charleston. Elle était la fille d'esclaves affranchis, éduquée par des missionnaires méthodistes. Samuel tomba amoureux de son intelligence et de sa force de caractère. Élisabeth encouragea cette relation. Sarah était exactement le type de femme dont Samuel avait besoin, quelqu'un qui comprenait son combat, qui partageait ses valeurs. Ils se marièrent en 1851, lors d'une cérémonie discrète organisée dans la propriété. Le mariage d'un noir libre avec une noire libre était légal, mais rare et mal vu. Encore une fois, les langues se délièrent à Charleston. Mais Samuel et Sarah ne s'en souciaient plus. Ils construisaient leur vie malgré l'hostilité qui les entourait. En 1852, la santé d'Élisabeth se dégrada brutalement. Elle fut prise de quintes de toux violentes qui la laissaient épuisée. Le docteur Whitfield diagnostiqua une pneumonie. À 70 ans, avec un corps affaibli, les chances de survie étaient minces. Samuel et Sarah la soignèrent jour et nuit. Ils lui donnaient ses médicaments, changeaient ses draps trempés de sueur, lui tenaient compagnie pendant les longues nuits d'insomnie. Élisabeth accepta cette attention avec gratitude, sachant que ses jours étaient comptés. Un soir d'avril, alors que la lune pleine illuminait la chambre,
Élisabeth appela Samuel à son chevet. « Il faut que je te dise quelque chose, » murmura-t-elle d'une voix rauque. Samuel s'assit près d'elle, lui tenant la main. « Reposez-vous, vous devez garder vos forces. Non, je dois parler maintenant. Je ne sais pas combien de temps il me reste. » Elle toussa longuement avant de reprendre. « Tu dois savoir pourquoi j'ai fait tout ça. Ce n'était pas seulement pour contrer mes neveux ou pour réparer les torts de mon mari. Alors pourquoi ?» Les yeux d'Élisabeth se remplirent de larmes. « Parce que j'ai eu un fils, il y a 40 ans. Un fils né d'une esclave de notre plantation. » Samuel la regarda, stupéfait. Jacques ne le savait pas. Personne ne le savait. C'était avant notre mariage. J'étais jeune, naïve. Il y avait un contremaître, un homme brutal qui dirigeait les esclaves. Il a violé une jeune femme nommée Abigail. Quand elle est tombée enceinte, j'ai voulu l'aider. J'ai essayé de la protéger, de la cacher. Elle s'arrêta, submergée par l'émotion. Mais mon père l'a découvert. Il a vendu Abigail enceinte à un marchand qui l'a emmenée en Louisiane. J'ai supplié, j'ai pleuré, mais il n'a rien voulu entendre. Il disait que j'étais trop sentimentale, que les esclaves n'étaient que des biens. Qu'est-il arrivé à l'enfant ? Demanda doucement Samuel. Je ne sais pas. Je n'ai jamais su. Garçon ou fille, vivant ou mort. Pendant 40 ans, j'ai vécu avec ce poids. Chaque fois que je voyais un jeune esclave, je me demandais si c'était lui, si c'était mon fils ou sa descendance. Elle serra la main de Samuel plus fort. Quand je t'ai vu sur ce marché, si jeune, si vulnérable. Mais pour moi, une chance de faire ce que je n'avais pas pu faire pour lui. Vous m'avez sauvé la vie, dit Samuel, la voix étranglée par l'émotion. Vous m'avez donné plus que la liberté. Vous m'avez donné un avenir. Et toi, tu m'as donné une raison de ne pas mourir dans la honte et le regret. Tu as donné un sens à ma vie, Samuel. C'est moi qui te remercie. 3 jours plus tard, Élisabeth Beaumont mourut paisiblement dans son sommeil, entourée de Samuel et Sarah. Les funérailles d'Élisabeth furent majestueuses. Toute la haute société de Charleston y assista, non par affection pour la défunte, mais par curiosité morbide. Chacun voulait voir comment les neveux allaient réagir, comment Samuel se comporterait. Le jeune homme, vêtu d'un costume noir impeccable, se tint dignement pendant toute la cérémonie. Il porta même le cercueil avec 5 autres hommes, un honneur que beaucoup trouvèrent choquant pour un ancien esclave. Le lendemain de l'enterrement, Maître Harper arriva de Boston avec 3 copies certifiées du testament. Il convoqua tous les héritiers potentiels dans le bureau d'un notaire de Charleston pour la lecture officielle. Édouard et Guillaume étaient présents, accompagnés de leurs propres avocats. Quand Harper lut les termes du testament, révélant que Samuel héritait de la majorité de la propriété et que les neveux ne recevraient leur part réduite qu'en acceptant de travailler avec lui, l'explosion fut immédiate. « C'est une fraude », hurla Édouard. Cette vieille folle a été manipulée par cet esclave. Madame Beaumont était parfaitement saine d'esprit, répondit calmement Harper. Nous avons 7 témoins qui l'attesteront, dont un juge. Le testament est légal et inattaquable. Samuel était son esclave. Il a usé d'influence indue. Samuel a été légalement affranchi en 1845, 7 ans avant la mort de Madame Beaumont. Il est un homme libre depuis lors. L'avocat d'Édouard, un homme rougeau nommé Silas Blackwood, intervint. Nous contesterons ce testament devant tous les tribunaux de Caroline du Sud s'il le faut. Aucun juge sudiste ne permettra qu'un nègre hérite d'une propriété de cette valeur. Alors nous irons devant les tribunaux fédéraux, répliqua Harper. Madame Beaumont a anticipé votre réaction. Elle a pris toutes les précautions légales nécessaires. Le procès commença 3 mois plus tard. Ce fut l'affaire judiciaire la plus médiatisée de Caroline du Sud depuis des années. Les journaux en parlaient quotidiennement. Les abolitionnistes du Nord suivaient le procès avec passion, y voyant un test de ce que la loi pouvait accomplir. Les esclavagistes du Sud, eux, craignaient que la victoire de Samuel ne crée un précédent dangereux. Les avocats des neveux utilisèrent tous les arguments possibles. Ils présentèrent des témoins affirmant qu'Élisabeth était sénile dans ses dernières années. Ils suggérèrent que Samuel avait empoisonné l'esprit de la vieille dame contre sa propre famille. Ils invoquèrent la race.
affirmant qu'un noir ne pouvait jamais être légalement capable de gérer une propriété d'une telle valeur. Harper démonta méthodiquement chaque argument. Il présenta les certificats médicaux prouvant la lucidité d'Elizabeth. Il montra les livres de comptes impeccables tenus par Samuel, démontrant sa compétence. Il appela à la barre les 7 témoins du testament, qui tous jurèrent qu'Elizabeth avait agi de son plein gré. Le procès dura 4 mois. Le juge, un vieux magistrat nommé Augustus Pemberton, était connu pour ses vues conservatrices sur l'esclavage. Personne ne s'attendait à ce qu'il statue en faveur de Samuel, mais Pemberton était aussi un homme qui respectait la loi avant tout. Et la loi, aussi injuste fût-elle, était claire. Samuel était légalement libre. Le testament avait été rédigé dans les règles. Il n'y avait aucune preuve d'influence indue ou de fraude. En février 1853, le juge Pemberton rendit son verdict. Il validait le testament d'Elizabeth Beaumont dans son intégralité. Samuel héritait officiellement de la majeure partie de la propriété. Les neveux recevaient leur part réduite, à condition d'accepter de collaborer avec Samuel. Édouard et Guillaume refusèrent catégoriquement. Leurs parts furent donc versées aux œuvres de charité désignées par Élisabeth. Les neveux firent appel, mais perdirent à chaque niveau. Le testament tenait bon. Samuel devint ainsi, à 24 ans, l'un des Noirs libres les plus riches de Caroline du Sud, peut-être même du Sud tout entier. C'était une situation si extraordinaire, si contraire à toutes les normes sociales de l'époque, que personne ne savait vraiment comment réagir. Certains Blancs de Charleston le traitèrent avec un respect forcé, reconnaissant sa richesse tout en méprisant sa race. D'autres refusèrent catégoriquement de faire affaire avec lui, préférant perdre de l'argent plutôt que de négocier avec un Noir. La communauté noire libre, elle, le vit comme un héros, un symbole de ce qui était possible. Samuel utilisa sa fortune avec sagesse. Il continua les activités commerciales de la propriété, maintenant la plantation de coton profitable. Mais il changea radicalement les conditions de travail. Il ne possédait pas d'esclaves personnellement, préférant employer des travailleurs libres noirs et blancs pauvres, à qui il payait des salaires justes. Cette décision lui valut l'hostilité féroce des autres planteurs. Ils l'accusèrent de saper le système économique du Sud, de donner de mauvaises idées aux esclaves. Plusieurs tentèrent de le boycotter, mais Samuel avait diversifié ses investissements. Il possédait des parts dans des entreprises du Nord, des navires marchands, des manufactures textiles. Il ne dépendait plus uniquement de la plantation. Avec Sarah, il transforma la demeure des Beaumont en refuge secret pour les esclaves fugitifs. La nuit, des hommes et des femmes enchaînés arrivaient discrètement, guidés par des conducteurs du chemin de fer clandestin. Samuel leur offrait nourriture, vêtements, argent pour continuer leur voyage vers le nord. Il risquait sa vie et sa fortune pour chaque fugitif qu'il aidait. En 1854, Sarah donna naissance à leur premier enfant, un garçon qu'ils nommèrent Jacques, en l'honneur du défunt mari d'Élisabeth. Ce nom était un geste symbolique, une façon de reconnaître que sans la fortune bâtie par Jacques Beaumont, aussi immorale fut sa source, rien de tout cela n'aurait été possible. Entre 1854 et 1860, Samuel devint la cible principale des esclavagistes de Caroline du Sud. Noir libre, riche et instruit, il employait des travailleurs libres et aidait secrètement les esclaves fugitifs. Sa simple existence remettait en question tout le système esclavagiste. Les tensions politiques nationales s'aggravaient, le Kansas sombrait dans une guerre civile non déclarée entre abolitionnistes et esclavagistes. Les neveux d'Élisabeth, Édouard et Guillaume, tentèrent une dernière fois de récupérer l'héritage. En 1856, ils soudoyèrent un juge pour rouvrir l'affaire du testament. Maître Harper parvint à transférer le cas devant un tribunal fédéral, hors de portée de la corruption locale. Furieux, Édouard organisa une attaque directe. Une nuit d'août, 10 hommes masqués tentèrent d'incendier la propriété de Samuel. Mais il avait anticipé cette menace et organisé un système de garde avec ses employés. Les incendiaires furent repoussés, l'un d'eux fut capturé et avoua qu'Édouard l'avait payé. Cette fois, Édouard se retrouva devant les tribunaux, condamné à 10 ans de prison pour incendie criminel et tentative de meurtre. Guillaume quitta Charleston ruiné et déshonoré. L'élection d'Abraham Lincoln en 1860 déclencha la panique dans le Sud.
La Caroline du Sud fut le premier État à faire sécession en décembre. En avril 1861, le bombardement de Fort Sumter dans le port de Charleston marqua le début de la guerre civile. Pour Samuel, cette guerre représentait à la fois une catastrophe personnelle et l'espoir de voir enfin l'esclavage aboli. Les autorités confédérées le considéraient comme un dangereux sympathisant du Nord. En juillet 1861, une milice réquisitionna une partie de sa propriété pour établir un campement militaire. Les soldats pillèrent ses réserves, volèrent son bétail, terrorisèrent ses employés. Samuel comprit qu'il ne pourrait pas rester. Sarah était enceinte de leur 3e enfant. En septembre, il vendit discrètement ses biens à des intermédiaires du Nord, transféra son argent vers des banques de Boston et New York. En novembre, la famille s'enfuit vers le Nord par le chemin de fer clandestin que Samuel avait lui-même aidé tant de fugitifs à emprunter. Le voyage fut périlleux. Sarah accoucha en route dans une ferme abolitionniste de Virginie. Leur fille naquit libre sur le sol d'un État loyal à l'Union. Ils atteignirent Boston en décembre, accueillis par Maître Harper. À Boston, Samuel découvrit un monde différent où les Noirs libres, bien que toujours discriminés, avaient des droits réels. Il investit sa fortune dans des manufactures textiles, des compagnies maritimes, des banques, devenant un homme d'affaires respecté. Sarah ouvrit une école gratuite pour les enfants noirs, leur enseignant non seulement les matières académiques, mais aussi la fierté de leurs origines. En 1863, Lincoln signa la proclamation d'émancipation. Samuel s'engagea activement dans le recrutement de soldats noirs pour l'Union, utilisant sa fortune pour équiper des régiments entiers. Il voulait que les Noirs participent activement à leur propre libération. En avril 1865, la guerre se termina par la reddition du général Lee. L'esclavage était aboli. En 1866, Samuel retourna à Charleston. La ville était méconnaissable, dévastée par la guerre. La propriété Beaumont avait été saisie par les Confédérés en 1862, utilisée comme hôpital puis caserne. Les soldats de l'Union l'occupaient maintenant. Samuel présenta ses titres de propriété au commandant qui l'avertit qu'il serait en danger. Mais Samuel avait vécu toute sa vie en danger. Il reprit possession de la propriété en juillet et la transforma en école pour les enfants noirs nouvellement libérés. Il engagea des professeurs du Nord, fit venir des livres, construisit des dortoirs. L'école Beaumont ouvrit en janvier 1867. 200 enfants se présentèrent le premier jour, assoiffés d'apprendre. Samuel reconnut dans leurs yeux la même faim de connaissance qu'il avait ressentie 25 ans plus tôt, quand Élisabeth lui avait ouvert sa bibliothèque. Les anciens esclavagistes étaient horrifiés. Une école pour Noirs dirigée par un ancien esclave sur la propriété d'un des plus grands planteurs de l'État. Les menaces recommencèrent, mais cette fois Samuel avait le soutien de l'armée de l'Union qui patrouillait autour de la propriété. En 1870, l'école comptait 500 élèves venus de toute la Caroline du Sud. Un jour de printemps, Samuel se rendit au cimetière où Élisabeth était enterrée. Il nettoya sa tombe négligée, planta des fleurs, restaura la pierre tombale. Assis près de la tombe, il réfléchit au chemin parcouru depuis l'enfant terrifié sur le marché aux esclaves jusqu'au fondateur d'école. « Je n'ai pas pu sauver ton fils, » murmura-t-il, « mais j'ai sauvé des centaines d'autres enfants. Ils construiront la nouvelle société que tu rêvais de voir. » En 1875, le 15e amendement garantit le droit de vote aux hommes noirs. Samuel organisa des campagnes d'inscription électorale et se présenta comme délégué à la Convention constitutionnelle de Caroline du Sud pendant la brève période de la reconstruction. À partir de 1877, le Sud reprit progressivement le contrôle avec les lois Jim Crow qui rétabliraient la ségrégation. Mais les graines plantées par Samuel continuèrent de germer. L'école Beaumont forma des générations de leaders noirs qui transmirent leur éducation à leurs propres enfants. Samuel mourut en 1895 à 66 ans, entouré de Sarah, ses 5 enfants et 12 petits-enfants. Des milliers de personnes assistèrent à ses funérailles. Il légua l'école à une fiducie garantissant son fonctionnement perpétuel. Sarah lui survécut 15 ans, dirigeant l'école jusqu'à sa mort en 1910. L'histoire montre que même dans les époques sombres, des actes individuels peuvent changer des vies.
Élisabeth n'a sauvé qu'un enfant, mais cet enfant en a sauvé des centaines d'autres, créant une institution qui éduqua des milliers de jeunes noirs. L'école Beaumont existe toujours aujourd'hui comme centre culturel et musée. Le testament d'Élisabeth y est exposé, témoignant de ce qu'une femme déterminée peut accomplir. Sur le mur principal, une citation tirée d'une lettre à Maître Harper résume tout. « On me dit que je ne peux pas changer le monde. Peut-être. Mais je peux changer la vie d'un enfant. Et cet enfant pourra peut-être changer le monde à ma place. » Samuel fit exactement cela, prouvant qu'un ancien esclave pouvait être aussi compétent et digne que n'importe qui, défiant toutes les justifications du système esclavagiste. C'est ainsi que le changement se produit réellement, pas dans les grandes déclarations des puissants, mais dans les gestes quotidiens des personnes qui croient qu'un autre monde est possible.